Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous évitons certains lieux alors que d'autres nous attirent ? Pourquoi certains se sentent chez eux nulle part alors qu'il est impossible pour d'autres de déménager ? Pourquoi achète-t-on telle maison plutôt qu'une autre ? Les lieux peuvent nous faire signe, nous habiter de multiples façons. Mais que pouvons-nous en tirer comme enseignement pour notre propre vie ? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Gaëlle Dumora, entrepreneur et créatrice de Maison Conquête. Maison Conquête est un podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous parlent de lieux de vie, de travail, mais pas que. Nous parlerons de psychologie, d'entrepreneuriat, d'énergie et d'histoire de vie. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julie Flamingo, avec qui nous allons parler de ce qui fait qu'un lieu nous touche et de la notion de territoire. Bonne écoute! Bonjour Julie. Bonjour Gaëlle. J'ai la chance d'être à Nantes chez Julie Flamingo. Et merci déjà de m'accueillir. Merci à toi de venir jusqu'à moi. C'est avec grand plaisir. Donc Julie, on se connaît depuis un petit moment, depuis quelques années, puisque dans ma vie d'avant, quand j'étais commerçante, j'avais la chance d'être dans ton guide de Bordeaux. Absolument. Voilà. Et tu es pour moi la prêtresse du lieu. Quel honneur. Donc, c'était logique pour moi, lors de ma venue à Nantes, venir te voir. Donc, est-ce que déjà tu pourrais un petit peu te présenter brièvement pour qu'on sache qui est Julie Flamingo ? Absolument. Alors, donc, je suis Julie Flamingo. C'est un pseudonyme, c'est le nom de mon entreprise. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mon nom de famille. D'accord. Ils sont très déçus quand ah bon, c'est pas ton nom de famille ? Non. Mais c'est vrai que ça aurait pu être. C'est un nom. C'est un pseudonyme. Ouais. C'est donc d'abord le nom de ma société, qui est une société. Donc, c'est une maison d'édition. Donc, je fais aujourd'hui, depuis 6 ans, des guides de voyage graphiques. Et j'ai étendu mon activité, on va dire, depuis 2-3 ans à la photographie, parce que je fais beaucoup de photos depuis toujours. Et donc là, je vends mes tirages depuis ma première expo photo, il y a 3 ans, je dirais, 2 ans ou 3 ans. Donc je vends également des tirages photos. Et depuis le mois de mai, j'ai étendu, pour des raisons de diversification d'entreprise, parce que faire des guides de voyage quand le Covid nous tombe sur la figure, c'est quand même à un moment ça réduit un peu les possibilités. Et donc pour des raisons de diversification, j'ai une nouvelle activité qui est aujourd'hui une papeterie, mais toujours avec en guide l'amour du papier, des beaux des beaux outils scripteurs, etc. Et l'amour du papier, les outils scripteurs et le voyage. Le voyage. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des objets de papeterie du monde entier et d'amener le voyage jusqu'à nous par le biais de ces objets. Une sorte de voyage immobile grâce à la papeterie. C'est ça, exactement. Voilà. Tu n'aurais jamais dû ouvrir cette papeterie pour mon banquier, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve qu'en France, c'est une activité qui est très très peu développée. Donc avoir de la belle papeterie... Et aussi régulièrement, comme tu le proposes, c'est juste génial. C'est vrai que c'est chouette parce que j'ai vraiment ce sentiment d'aller chercher des choses qu'on connaît peu, que moi j'ai eu la chance de connaître parce que j'ai voyagé. Et donc ce sont beaucoup d'objets que j'ai trouvés de par mes pérégrinations. Il y a des choses que j'ai rapportées il y a 20 ans et que j'utilise toujours aujourd'hui. Et donc c'est vraiment quelque chose... de très jouissif d'aller recontacter ces marques, de réussir à les importer, à les distribuer et d'être parfois la seule en Europe à vendre certaines de ces marques. Je pense aux Clickart par exemple, ce sont des crayons feutres japonais. Ça, je crois que je suis la seule en Europe. Oui. Tout à fait. Et je crois. Alors, je ne parle pas des vendeurs type Amazon, etc., mais vraiment dans la boutiquière. Je crois que je suis la seule à vendre ce type de crayon. En tout cas, en France, c'est sûr. Et dans les pays frontaliers, je ne crois pas qu'il y ait non plus. Donc c'est une vraie source de plaisir
pour moi de chercher, de proposer, d'arriver à faire rentrer ces choses sur le territoire et ensuite de les voir se déployer comme ça dans chaque maison. Qui reprennent le voyage. C'est ça, exactement. Chez chacun et chacune. Et qui, du coup, deviennent des histoires, ce que je te disais avant que le micro ne s'allume. Et j'ai une personne là, qui m'avait écrit hier ou avant-hier en me disant que les objets de papeterie qu'elle avait pu commander chez moi lui avaient permis de se reconnecter à elle-même, de retrouver du sens, de reprendre le plaisir de l'écriture. Et grâce à ce plaisir de l'écriture, de se retrouver. Et voilà, je trouvais que c'était un des plus beaux compliments que j'avais pu recevoir. La boucle est bouclée. Ouais, exactement. Carrément. Alors, aujourd'hui, moi, il y avait 2 thématiques que je voulais aborder avec toi. En tant que prêtresse du lieu. J'ai la pression. Non, on n'est pas à la pression. Tu es entre de bonnes mains. C'est de connaître déjà ton process de travail, mais aussi ta sensibilité, percevoir cette sensibilité que tu as par rapport donc, au lieu. Quand tu prépares un guide de voyage, tu sélectionnes, tu choisis une ville. Qu'est-ce qui fait que tu vas vers cette ville plutôt qu'une autre, d'une part. Et d'autre part, comment tu prépares ce voyage, comment tu vas saisir telle ou telle adresse, te rendre dans ce lieu, etc. Et qu'est-ce qui se passe en toi et qu'est-ce qui fait que tu choisis au final les 100 adresses donc il y a cette première thématique qui me tient à cœur et puis après il y en a une deuxième parce que te connaissant et te suivant depuis un moment sur Insta, tu as pour moi la particularité, donc c'est vraiment très propre à ma perception des choses, tu as la particularité d'être très ancrée dans un territoire qui est le territoire breton. Moi je me sens pas du tout ancrée dans un territoire. J'habite Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux et je suis bordelaise née à Bordeaux et pour autant j'ai pas d'ancrage particulier et quelque chose de très fort lié à mon territoire. Et puis d'autre part, ce territoire, ça, on le sent et on le perçoit aussi dans ta façon de vivre, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation de couple, dans ta relation de travail, où il y a là aussi un territoire qui est très ancré. Donc voilà, c'est ces 2 thématiques et ces 2 axes-là que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Passionnant, j'espère que je serai à la hauteur. Mais je n'ai aucun doute sur le sujet. Donc si tu veux bien, on va commencer par ton process de travail et tes guides. D'accord. Comment ça se passe? Alors, c'est quelque chose que j'ai peaufiné au fil du temps, puisque le premier guide que j'ai décidé de faire, c'était la ville de Nantes. Et étant nantaise, enfin habitant à Nantes depuis 15 ans, j'ai pas eu la même façon de travailler pour ce guide que je l'ai eu pour les suivantes, puisque Nantes, j'ai vraiment fait les choses quand j'ai décidé de faire un guide avec vraiment... j'ai décidé de parler des lieux où j'avais l'habitude d'aller. Donc des lieux que je vivais en tant qu'habitante de la ville. Donc Nantes, je le mettrais un peu à part parce que j'ai un rapport un peu spécial à la ville. Et c'est ton quotidien. C'est ça, exactement. Ensuite, j'ai fait le guide de Bordeaux, le guide de Lyon. Entre les deux, je crois qu'il y a eu le guide de Paris. Et là, normalement, devrait sortir le guide de New York. Puisque les frontières, ça y est, c'est officiel, réouvrent début novembre. Donc ça y est, ce guide qui attend dans les cartons depuis presque 2 ans va pouvoir voir le jour. Donc comment je choisis les lieux? C'est des choses justement que j'ai peaufinées au fil des années, puisque je me suis aperçue par exemple que sur la ville de Nantes, j'avais choisi des lieux, par exemple des boutiques, qui étaient des boutiques que j'aimais parce que j'y étais cliente. D'accord. Et quand il a fallu faire la mise à jour du guide de Nantes et rééditer ce guide, je me suis dit, est-ce que je laisse ces boutiques, par exemple? Et j'y suis retournée un peu en mode à l'aveugle, comme ça, sans dire qui j'étais, que je faisais un guide, etc. Et puis, je me suis aperçue, en fait, que 2 ou 3 des boutiques... Comment ça, on t'a pas reconnu quand t'es rentrée dans la boutique? Non. Tu essaies de nous faire gober ça. Et du coup, j'y suis allée vraiment, voilà, sans dire pourquoi je venais, en tant que vraiment cliente lambda, etc. Et dans 2 ou 3 boutiques, en fait, je me suis aperçue que j'ai été extrêmement mal reçue. Vraiment très mal reçue. Et ça m'a fait m'interroger. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de transmettre aux gens l'accueil là que je viens de recevoir? Clairement, non. Pourtant, j'aime énormément la sélection de la personne, j'aime son lieu, mais je n'ai pas envie que la personne ait le même sentiment là, un peu doux, amer que je viens de recevoir après un échange comme ça. Je n'ai pas envie de ça. Et en fait,
quand j'ai dû faire mon second guide, qui était Bordeaux, je me suis dit que ce qui allait guider en fait l'intégration des lieux, ce n'était pas le fait que la sélection soit parfaite, que le lieu soit très beau. Ça allait vraiment être déterminé par la personne. D'accord. Que le lieu allait devoir être incarné, incarné par des valeurs, incarné par des idées, incarné par un sourire, par une capacité à transmettre, une envie de transmettre, une envie de dire, voilà, j'aime cette marque parce que ceci, voilà, je suis restaurateur parce que je crois en ça. Voilà. Et j'ai eu besoin, en fait, que l'homme soit au cœur de mes guides. Et est-ce que c'est une certaine forme d'engagement, quelque part, de la part du créateur du lieu en question ? Oui, exactement. C'est une façon pour le... Ouais, c'est ça. D'engagement, de présence, de posture. D'incarnation d'un lieu et pas de quelque chose de complètement anonyme, à la mode, très beau, mais sans âme. Et en fait, quand j'ai réfléchi, après plusieurs années, à cette place de l'homme dans mes guides, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de résonance. Parce qu'avant de faire mes guides, j'ai pendant 15 ans été responsable RH dans le milieu high-tech de Nantes. Et j'ai toujours eu une manière extrêmement atypique de recruter les gens. Et d'ailleurs, ça c'est le plus beau compliment que j'ai reçu quand j'étais RH. C'est qu'un jour, il y a un de mes consultants comme ça qui est allé travailler dans une grande banque comme ça à Nantes. Et quand il est arrivé, l'équipe en place de la banque lui a dit « Ah, toi tu viens de telle société. Tu as été embauchée par Julie, ça se voit, tu es atypique. » Et il m'a raconté ça et j'ai trouvé ça mais tellement merveilleux. Enfin, voilà, et c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de recruter plutôt des hommes que des CV, que des compétences, mais vraiment. Et voilà, et j'ai articulé ces 15 ans de RH vraiment comme ça. Et finalement, je me dis que j'ai déplacé ce côté RH dans mes guides, mais que finalement, la matière première, ça reste l'homme et que j'ai besoin de ça, en fait. C'est mon moteur à moi, en fait, c'est l'homme avec un grand H et tout ce qu'il a de tellement précieux à partager, à transmettre. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qui va guider une intégration dans un guide. D'accord. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, tu vas faire une sélection. Imaginons, demain, tu vas faire, comme on plaisantait tout à l'heure, Limoges. Tu vas prendre tous les... Je n'ai rien contre Limoges, attention. Non plus, je ne connais pas. On ne connaît pas, on n'a aucun a priori, mais imaginons, c'est au hasard, c'est à peu près au centre de la France. Voilà. Tu regarderais peut-être des guides, tu chercherais des adresses, etc., de lieux qu'on pourrait préconiser sur des supports papier ou Internet, j'imagine. Alors, j'ai tout un savoir-faire aujourd'hui, tout un process, on va dire. C'est un peu le jargon. J'ai donc déjà, depuis que je suis vraiment gamine, genre à l'époque où je lisais Le Jeune et Joli, cette revue qui n'existe plus, Dieu merci. Bon, ça pourrait marcher aujourd'hui. Maman, je me rappelle, me disait toujours « Jeune et Jolie », mais quel titre stupide. Pourquoi il n'y a pas une revue qui s'appelle « Vieille et moche » ? C'est pas faux. Donc, même, voilà, quand je lisais Le Jeune et Joli, je devais avoir peut-être à l'époque 12-13 ans, il y avait toujours une page à la fin qui était la ville du moment et où ils mettaient des adresses. Il y avait Limoges. Ah bah peut-être. Je ne me rappelle plus. D'ailleurs, je ne me rappelle plus effectivement de quelle ville il parlait. Mais je déchirais toujours ces pages-là. D'accord. Toujours. C'est marrant. Pourquoi, je ne sais pas. Et donc, j'ai toujours ce truc, en fait, où j'ai quand même toujours un peu des dossiers papier. Des endroits que j'ai pu déchirer dans des magazines, etc. Ça, c'est vraiment resté. Ensuite, à la grande époque des Moleskine, quand ça a commencé à être un peu à la mode, ils ont sorti, au bout d'un petit moment, des espèces de petits répertoires qui s'appelaient... je me demande si ça ne s'appelait pas City Guide, justement. Et... c'était vierge, c'était juste répertorié par catégorie, genre restaurant, machin. D'accord. Comme un répertoire de voyage. C'est ça, mais de voyage. Et je prenais un malin plaisir à faire moi-même tout. Voilà, j'en ai une vingtaine, je pense, sur toutes les villes que j'ai pu visiter. Où du coup, pareil, dès que je lisais un truc, dès que j'entendais quelque chose à la radio, à la télé, hop, je notais un lieu qui m'intéressait. Et en fait, quand je voyageais, c'était ça un peu qui me faisait faire mon voyage dans la ville. Et ça n'a jamais été un guide du routard, un Lonely Planet. Voilà, donc j'ai toujours eu ce rapport quand même au lieu, au voyage, au papier, d'archiver. Et donc aujourd'hui, j'ai toujours ça. Et donc quand j'ai un lieu comme ça, un peu dans le scope, dans la tête, dès que je vois un bouquin, un guide indépendant qui sort sur cette destination, un magazine qui existe, je l'achète. Je le mets, je le lis pas nécessairement tout de suite sur le moment, mais je l'archive pour plus tard. Et donc, j'ai toujours comme ça une espèce de bibliothèque un peu papier
qui me permet, dans un premier temps, d'aller m'imprégner, de chercher des lieux, etc. Je note tout ça. Alors aujourd'hui, je travaille beaucoup avec Google Maps en termes d'outils. Je ne fais plus des guides papier où j'écris tout à la main, etc. Je me suis fait mes propres cartes interactives, etc. Et ensuite, donc, après, je pars vraiment en dépouillage. Donc, à partir de cette première base de notes, d'écriture, de papier, de veille, etc. Là, je commence vraiment à rentrer dedans. Et puis, en fait, après, je déroule une pelote. Et donc, je prends un lieu, je vais me renseigner sur le lieu sur Internet. Et puis, en me renseignant sur le lieu, je tombe sur une interview d'une personne qui donne ses adresses. Donc, je note les adresses. Et puis, c'est un boulot titanesque. En général, cette partie de purement défrichage me prend 2 mois. À temps plein. Donc oui, c'est très balèze. C'est très très fouillé. Parce que tu apprends pour chaque lieu, j'allais dire boutique, mais sur chaque lieu à connaître le lieu. Exactement. Et puis par exemple là, chez toi. Là on parlait d'une boutique, mais si c'est si c'est un monument historique, forcément je vais me plonger dans l'histoire de la ville. Et aller chercher pourquoi cette histoire, comment c'est arrivé, qui sont ces personnages célèbres. Je vais creuser. Donc c'est vraiment un moment où je me nourris intensément. J'ai vraiment une soif de connaissances. C'est une curiosité folle. Voilà. Et donc du coup, une fois que j'ai tout ça, je commence à avoir vraiment une vision. Voilà, je commence à avoir une vision des quartiers, une vision de ce qui, m'a vraiment interpellée dans tout ce que j'ai. En général, j'ai 2000 adresses au bout de 2 mois. Voilà, donc on peut pas visiter humainement seul 2000 adresses. Si on peut, mais on y reste un an. C'est ça. Donc du coup, je fais des filtres. Je mets des filtres. Et puis après, j'ai ce travail où je vais connecter les gens entre eux. Et donc là, je vais essayer d'aller chercher dans mon réseau des gens qui habitent telle ville. Et d'aller prendre, une dizaine de personnes. Alors, ça ne va pas du tout, nécessairement être des gens d'Instagram, etc. Moi, j'aime bien, au contraire, avoir un panel de gens. Ça peut être une retraitée, ça peut être un docteur. Des gens qui ne sont pas du tout connectés aux réseaux sociaux. Il peut y en avoir, mais vraiment, je ne veux pas que ce soit que ça. Et j'envoie un portrait chinois à la personne à remplir. Et donc, le portrait chinois, il est très vaste. C'est une vingtaine de questions par rapport à, si tu étais un monument de ta ville, qui serais-tu, pourquoi ? Et à travers ça, j'arrive à avoir un portrait de la personne où on voit qui est cette personne, mais à travers sa ville. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça t'as jamais t'as jamais eu envie de le publier, toujours. De l'éditer. J'ai toujours voulu faire ça et je n'ai jamais eu le temps. Alors ça me fait penser, il y a un guide de voyage notamment sur New York, donc en anglais, où c'est effectivement la ville qui est présentée par ses habitants. Et ça ressemble un peu à ça. Mais je crois que je l'ai, c'est pas un gros bouquin. Jaune. Il y en a un qui est jaune, il y en a qui est vert d'eau ou bleu ciel. C'est ça. Ouais, celui-là je l'ai. Oui. Et qui est juste génial. Oui, il est très bien. C'est une bible. Hein. Il est gigantesque. Oui, tout à fait. Je sais plus comment il s'appelle. Dans ma bibliothèque, j'ai 2 villes. Il y en a un jaune et un bleu ciel bleu. Mais oui, absolument. Et donc du coup, ça me donne. Pareil, ça va me permettre de découvrir encore une fois des lieux dont personne n'a nécessairement parlé, parce que quand vous interviewez, une retraitée, un docteur, une professeure d'école. C'est pas forcément des lieux trendy, etc. Mais moi, je trouve que tout ça, mis bout à bout, c'est ça qui me donne une vision de la ville qui est hyper incarnée, etc. Et donc, une fois que j'ai tout ça, là, je commence à mettre des filtres de priorité en me disant, ça, mon premier voyage, je suis obligée de focuser là-dessus. C'est vraiment l'immanquable. Je veux visiter absolument ce lieu-là. Et puis après, j'ai 4 niveaux de fil comme ça, et en fonction de l'urgence, etc. Et sur les 2000 adresses, en général, j'en fais 700, ce qui est déjà gigantesque. Hein, et j'en retiens entre 90 et 100. Donc, autant dire que quand on est dans mon guide, quand les 100 adresses sont dans mon guide, c'est vraiment, moi, ce que j'ai toujours appelé la crème de la crème, en tout cas ma crème, de ma crème à moi. Mais ce sont vraiment les gros coups de cœur que j'ai eus quand j'ai visité une ville. Et ce sont des coups de cœur qui vont être souvent associés à une personne, associés à l'incarnation, à une vibration ou à un moment que j'ai vécu.
Je pense par exemple au Café des Muses qui se trouve à Lyon, au-dessus de l'Opéra de Lyon. Ouais. Je ne connaissais pas ce lieu, j'en avais vu des photos. J'y suis allée pour prendre l'apéro toute seule, face à moi-même. Et au moment où l'ascenseur m'a montée, j'ai senti les étages qui montaient tout en haut du théâtre. C'est vraiment sur le toit du théâtre. Les portes se sont ouvertes. Et là, il y avait un soleil couchant. Qui était dans les tons violets, enfin, c'était magnifique. Donc il y avait les 9 statues, ou je ne sais plus si elles sont 7 ou 9, mais les 9 muses comme ça, sculptées dans la pierre, qui dominaient comme ça ce paysage, ce soleil couchant. Et il y avait une lumière rouge, parce que l'opéra est mis en lumière par Yann Kersalé. D'accord. Il se trouve que Yann Kersalé, c'est un homme, un artiste avec lequel mon papa a fait ses études aux Beaux-Arts. Et cette conjonction de ce soleil couchant, cette lumière de Yann Kersalé, ces muses, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et j'ai pleuré, mais toute seule, comme ça, face à la beauté de ce que j'étais en train de vivre. Et quand je vis des choses comme ça, forcément, un tel moment est forcément dans mon lieu, dans mon guide, parce que j'ai très envie. Alors la personne ne revivra pas forcément, mais j'ai très envie qu'elle ait accès à cette intensité de ce que j'ai pu vivre à un instant T. Et là, cet instant T, comme on disait tout à l'heure, toi, ton appareil photo, c'est un prolongement de ton œil quelque part. Donc ça veut dire c'est un prolongement de moi-même, ouais. Voilà, cet instant, il est toujours capté, photo. Toujours. Ouais. Je capte tout en photo. D'ailleurs, c'est énormément mon support de travail. Il y a des gens qui vont plutôt capter du son, comme c'est le cas là, par exemple, sur un podcast, on est plutôt sur une matière première qui est le son. Moi, j'avoue que la matière première de mon travail, c'est vraiment la photo. Donc, je prends tout en photo parce que je sais que quand je vais devoir écrire mon guide, la photo va me retransmettre tout ce que j'ai pu vibrer, ressentir à un moment donné, la lumière, l'oscillation de la lumière. Voilà, toutes ces choses, le grain d'une pierre, etc. Et ça va ressortir et c'est ça qui va aussi donner du caractère à mon écriture, quoi. Et puis en plus, pas systématiquement d'ailleurs, mais très souvent tu sors ton album photo lié à la ville dont tu sors le style. Tout à fait. Qui est vraiment pour le coup là, vraiment quelque chose de très déambulatoire. Il n'y a pas de mots, il n'y a que de l'image. Et j'ai vraiment volontairement envie que ce ne soit pas un guide, ce livre photo que je fais avec Rose Mood, et que ce soit vraiment une balade. On se pose sur le canapé, on prend un chocolat, un thé, ce qu'on veut, et on se laisse porter par cette déambulation où je travaille vraiment avec une graphiste de chez Rose Mood, et il y a vraiment un travail à 4 mains de répondance. Les photos se répondent les unes avec les autres. De colorimétrie, ça peut être de la texture, ça peut être de la forme, ça peut être un moment qui répond à un moment, de l'ombre, de la lumière. Enfin voilà, il y a toujours un travail de recherche un peu plastique. Et là, on est vraiment plus sur le guide, on est vraiment sur laissez-vous aller à la balade et les 5 sens connectés, quoi. En général, quand tu fais un city guide, tu pars combien de temps dans la ville Alors, je pars seule, Paris, j'y suis allée par exemple 1 mois et demi. Mais alors, comme je suis maman et femme, je ne pars pas 1 mois et demi toute seule, c'est très complexe, donc je fractionne mes voyages. Mais Paris, j'y suis vraiment partie quand je prends la somme des jours que j'y ai passé, 1 mois et demi, ce qui est beaucoup. En moyenne, tu mets 3 mois, c'est ça, pour faire un guide? Beaucoup plus. Hormis la Nantes, phase de recherche, qui était donc cette ville que je connaissais déjà, ça m'a pris 2-3 mois. Ensuite, toutes les autres villes, ça a été plutôt 6 mois, et Paris, ça a été 1 an. Enfin, 9 mois, je crois. D'accord. C'est long. Oui, c'est très long. Parce que c'est long et c'est... j'ai perdu le mot. C'est... Alors, le mot est fort, mais c'est un peu comme un sacerdoce, en fait, au final, parce que tu te retrouves seule dans une ville. C'est ça. Donc, avec parfois toute la complexité de voyager seule et la volonté de partager très certainement les moments comme tu viens de nous partager là avec quelqu'un parfois. Enfin, voilà. Il y a toute cette complexité-là. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas voyager seules. Absolument. Moi, je kiffe aussi, donc ça ne me pose aucun problème. Mais c'est vrai que je le dis sacerdoce dans le sens où c'est une période d'isolement, parce qu'après, quand tu vas te retrouver chez toi, devoir écrire, tu te retrouves à nouveau seule. Oui, absolument. Donc, c'est, Alors, c'est pareil, c'est des choses... par exemple, avant de créer cette maison d'édition,
Si on m'avait dit, vas-y, pars seule dans une ville pendant 2 semaines, 3 semaines sans ton amoureux, mais vraiment, je n'aurais pas vu le sens. Pour moi, le voyage, c'était le partage, c'était forcément être avec quelqu'un en duo au minimum pour partager, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on découvre, etc. Évidemment, quand j'ai décidé d'en faire mon métier, mon amoureux, ayant lui-même un métier, ne pouvait pas m'accompagner H24 dans mes pérégrinations. Je pense qu'il aurait bien voulu quand même. Tout à fait, mais à un moment, voilà, il faut faire bouillir la marmite. Et donc, voilà, il ne pouvait pas m'accompagner tout le temps. Et donc, par la force des choses, j'ai dû voyager seule. Et en fait, j'ai appris à... Enfin, j'ai même pas dû apprendre. C'est venu très naturellement. J'ai adoré être seule. J'adore être seule, en fait. Mais parce que je pense qu'on a une ouverture à l'autre et à l'environnement dans lequel on est, c'est ça. Qui est totalement différente. Alors moi, on a les sens en éveil. C'est ça. Moi, j'ai tendance à dire que comme je suis à ce moment-là seule, donc complètement connectée à moi-même, c'est ça. Étant connectée à moi-même, je suis complètement connectée aux autres, à la probabilité d'une rencontre, quelle qu'elle soit, et voilà, dans une espèce d'hypersensibilité des sens. C'est ça. Et donc complètement ouverte, c'est ça. Moi, j'ai fait des rencontres en étant seule, je pense notamment à Copenhague, que je n'aurais évidemment pas fait si j'y étais allée en amoureux, en famille. Je n'aurais pas été disponible pour ces rencontres-là. Parce qu'on est tourné vers l'amoureux ou la famille en question, et que ça nous enlève ces sens, cette perception. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien de voyager en famille ou en amoureux, mais c'est différent, c'est ça. Voilà. Je sais que si j'avais été, par exemple, avec mon amoureux là, dans ce café des Muses et qu'on était sortis tous les deux en même temps de l'ascenseur, j'aurais probablement pas eu ce truc complètement qui me prend à la gorge, qui me fait pleurer de beauté, quoi. Je l'aurais pas vécu de la même façon. J'aurais trouvé certainement très beau, mais je n'aurais pas été sur la même fréquence, en fait. Et est-ce que tu as déterminé ce qui t'a permis, en fait, le moment, je sais pas, qu'est-ce qui a fait le déclic où tu te dis, voilà, je ne m'imagine pas partir toute seule, et bim, je crée un voyage, des city guides, et je voyage toute seule. Tout ça s'est fait d'une manière extrêmement naturelle et dès le premier guide, dès qu'il a fallu que je parte toute seule à Bordeaux, je me suis sentie bien en fait avec les pas là, qui résonnaient sur les talons qui résonnaient sur le sol, l'appareil autour du cou, l'accueil, voilà, je me suis sentie tout de suite immergée. Et puis j'ai envie de dire que plus les guides, plus j'ai avancé dans ce parcours d'éditeur de guide, plus les vibrations dans la ville ont été intenses, vraiment. D'accord. Dans les villes progressives. C'était un peu crescendo en fait. D'accord. Et étonnamment, New York, qui va donc bientôt sortir, ça c'est par contre un guide qu'on a fait à 2 avec Fred. Donc Fred, c'est mon chéri. Où là, on est vraiment pas... Mon mari, tout à fait, mon jeune mari. C'est vraiment un guide qu'on a fait à 2 parce que New York, on y est allé ensemble à chaque fois. C'est une ville, la ville de nos amours. Tout a été découvert à 2 et on a choisi les lieux à 2. Et là, c'est vraiment un peu un guide de l'amour, quoi. D'accord. C'est un peu différent encore une fois, comme fréquence. Quelqu'un me disait l'autre jour, oui, j'y pars en famille. Est-ce que tu as un hôtel à me conseiller ? Je lui dis, je suis navrée. Je n'ai pas d'hôtel à te conseiller en famille à New York puisque je ne l'ai vécu qu'en amoureuse. Voilà. Donc, ce sera un guide, ce qui n'empêche pas de le faire seul ou ou en famille. Mais ce sera moins kids-friendly que les autres ont pu l'être. D'accord. Donc, par exemple, sur le guide de New York, là, pareil, tu as passé par 10... Pas du tout. Et non, voilà, là aussi, c'est pareil. Tu n'as pas 10 contacts sur place qui vont te faire... Pas du tout. Donc, c'est en ça aussi que c'est différent, complètement. peut-être. Où là, en fait, c'est le 3e voyage de 3 semaines que je fais à New York, où je rentre et où je me dis, mais ce voyage, il résonne encore tellement fort. C'était il y a 2 ou 3 ans. Et je sais pas, il a été complètement transcendantal ce voyage et je me suis dit mais quel malheur de ne pas pouvoir en faire quelque chose. Et en fait, c'était pareil à Copenhague, j'ai passé mon été et quand je suis rentrée, j'avais fait tellement de choses passionnantes et je dis à Fred mais c'est vraiment dommage d'avoir fait tellement de choses fantastiques et de ne rien en faire et de ne pas construire là-dessus. Et c'est comme ça que tout ça est né. Donc en fait, parfois, il faut prendre les sentiers de traverse, les chemins de traverse. Et rester spontané. C'est ça. Même si ça engage aussi du travail. Voilà, mais c'est de la spontanéité permanente. Et donc New York, ça n'a pas été le même rapport au territoire parce que là, je suis pas partie et voilà, avec mon sac à dos en me disant, voilà, je vais connaître tout New York, je vais tout tester de New York.
Non, ça c'était impossible. Donc en fait, je me suis dit, avec tous les coups de cœur que j'ai de quoi faire déjà un guide de 90 sans adresse qui sera déjà personne part 3 semaines. Y a pas, moi, c'était le 3e voyage de 3 semaines. Je me dis, avec tout ce que j'ai, les gens en général partent 5 jours, ce sera amplement suffisant et suffisamment vibrant. Et j'ai pas besoin d'aller arpenter la ville pendant 3 mois. Je crois que parfois, il faut un retour aussi à la simplicité et se faire un peu confiance. Et là, je me suis dit, allez, je fais avec ce que j'ai et je ne vais pas à New York. D'accord. Voilà. Si on en revient au lieu, quelle sensation tu as est-ce que tu sais automatiquement qu'un lieu va faire partie des 100 dernières adresses ou il y a des ballottages? Il y a des ballottages. Il y a quand même je sais toujours si j'ai un coup de cœur ou pas. Alors moi, je fonctionne vraiment comme ça. On parlait de la RH tout à l'heure. C'est pareil. Au bout de 5 minutes, je savais si j'avais envie de travailler avec cette personne ou pas. Voilà, c'était du recrutement au feeling. Ça ne m'a rarement trompée. Et sur les lieux, c'est pareil. Je sais au bout de 5 minutes si... où aller au bout de l'entrée dans un restaurant, si ça va, si c'est un coup de cœur ou pas. Et alors par contre, j'ai quand même, je vibre, etc. Je suis passionnée, donc je dépasse souvent les sans-adresses. Et donc du coup, il y a toujours quand même une centaine d'adresses en ballotage. Et donc là, c'est quand même des choses hyper difficiles. Mais par exemple, quand on fait 700 lieux, 750 à Paris, et finalement, qu'on en retire 200, on est déjà dans une grosse sélection. Finalement, on se dit, bon, allez, je garde un quart de tout ce que j'ai vu. Et là, il faut garder la moitié du quart. Et donc, c'est les périodes que je trouve hyper douloureuses parce qu'on fait vraiment des choix où on laisse des choses qui, quand même, méritaient d'être dans un guide. Mais à un moment, il n'y a pas de place. Et du coup, on s'astreint à la sélection. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait changer de format? Si, peut-être. New York sera mon 6e guide. Peut-être que le cycle de la City Map est arrivé, je ne sais pas, mais peut-être. Parce qu'il y a quand même une forme de douleur dans cette City Map, justement à s'astreindre comme ça à 90 sans adresse, à écrire en 50 mots. Je dis pas tout ce que je veux, et c'est vrai que parfois je peux quand même sentir une forme de frustration. Donc peut-être qu'un jour il faudra que j'aille au-delà du plan. Il faudra que tu agrandisses ton territoire. C'est ça. Ce qui fait une merveilleuse transition pour notre sujet suivant. C'est vrai que tu montres ton attachement à la Bretagne de façon très forte, parce que tu es née là-bas, si je ne dis pas de bêtises. Quel est le lien que tu as avec ce territoire-là? C'est quoi qui est aussi fort? Est-ce que tu as c'est vrai que c'est un lien qui va au-delà de la fort. famille Alors non, je pense que mon lien avec la Bretagne est d'abord un lien de famille, un lien de sang. Et c'est ça qui fait que mon territoire est tant habité, parce que ça passe vraiment par le sang. C'est vraiment... Je pense que j'aime la Bretagne parce que je suis extrêmement liée à ma famille. Et notamment ma grand-mère Bigoudaine, qui est donc qui est décédée aujourd'hui, mais qui était vraiment une Bigoudaine avec sa coiffe, etc. Les hautes coiffes là, qu'on voit tellement pour représenter la Bretagne, alors que là, côté, absolument, qui est en photo là, qui est une photo de mon papa, que mon papa a prise. Donc on voit énormément cette illustration de la Bigoudaine pour parler de la Bretagne, ce qui a toujours le don de m'agacer profondément, puisque la Bigoudaine, c'est juste une micro-partie du Finistère Sud, c'est la pointe du Finistère Sud, donc c'est un tout petit territoire, et les femmes n'ont de coiffe aussi haute que là-bas, donc ce n'est pas du tout une représentation de la Bretagne au sens large, c'est vraiment une spécificité. Et moi j'ai toujours été très 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 liée à ma grand-mère maternelle. Mes parents étaient des grands voyageurs, me laissaient beaucoup à ma grand-mère quand ils partaient dans leur fourgon voyager, et que j'étais trop petite pour les accompagner, et donc j'ai noué des liens très forts à cette grand-mère. Et en l'occurrence, comme c'était une maison à 2 pas du bord de mer, du port de pêche, mon grand-père était marin-pêcheur, j'ai développé un attachement à l'océan à ce moment-là précis de ma petite enfance, qui m'a plus jamais quittée. Mes parents habitent aussi, alors pas dans le pays bigoudin, ils habitent plutôt du côté de Fouesnant, mais qui est une autre partie du Finistère Sud qui est
tout aussi magnifique. Donc c'est pareil, j'ai eu une enfance à 10 minutes de l'océan et donc une adolescence pareil, j'allais réviser, je me souviens, mon bac à la plage, etc. Donc voilà, je suis connectée à cet océan du Finistère par ma famille et ensuite par l'histoire que j'y ai écrite. Et c'est vrai que si j'ai besoin d'aller recharger vraiment la batterie de qui je suis, je vais dans le Finistère. Ouais. D'accord. D'accord. Et je vois bien que c'est lié à la famille parce que, par exemple, j'étais en train d'écrire mon guide du Finistère, donc quand il y a eu le 2e ou 3e confinement. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai brutalement perdu mon papa. C'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Et ce guide du Finistère, je l'écrivais beaucoup, j'en parlais énormément avec lui, on faisait beaucoup, on essayait de faire le plan ensemble. C'était quelqu'un qui connaissait vraiment chaque petit village, etc. du Finistère, donc il avait vraiment une immense connaissance et il m'aidait beaucoup. Et aujourd'hui, mon papa n'est plus là et je vois que j'ai un blocage. Ce guide ne peut pas la sortir là maintenant tout de suite. Il faut que je fasse mon deuil. C'est ça. Et donc, je vois bien que finalement, habiter le Finistère, le rendre public ce guide, etc., c'est aussi très lié. Mais c'est une part d'intimité peut-être. C'est ça. Et c'est très lié à la famille, au lien du sang. Je me suis fait tatouer une encre. Mon premier tatouage, c'est une encre pour c'est vraiment mon ancrage à ma grand-mère, à la mère, à mon grand-père. Ancrage dans toutes les écritures possibles. Exactement. En fait. Avec un E et avec un A. Tout à fait. C'est beau. Donc voilà. D'accord. Après, il y a quelque chose ici qui est très fort et je trouve qui est très inspirant chez toi aussi. C'est toujours dans cette notion de territoire, mais à ramener à la maison, qui est mon sujet de prédilection. Donc, dans le sens où j'ai le sentiment, maintenant, on sait toujours que les réseaux sociaux font qu'on a une vision des choses, mais je te sais authentique, donc j'ai pas trop de questionnement par rapport à ça, mais il y a un cloisonnement, une territorialité, bref, vous avez compris, entre ton travail, les enfants, ta vie de femme, de couple, etc. etc. Et ça, je trouve ça très inspirant parce qu'on peut avoir tendance dans nos vies à un peu tout mélanger et du coup à pas trouver d'espace personnel et à un moment donné devenir dingue en fait tout simplement puisqu'on se coupe de notre connexion. Voilà, donc j'aimerais bien que tu t'exprimes sur ce sujet-là et sur ta façon de gérer quelque part ces différents territoires pour que ça peut-être donne des pistes de réflexion ou d'inspiration à certains et surtout à certaines. Ouais, alors c'est vrai que sur ce sujet, j'aurais beaucoup à dire, peut-être à commencer déjà par ma maison en particulier, qui est vraiment... j'ai toujours une anecdote que j'aime raconter à propos de cette maison qui est très rigolote, c'est que donc... j'ai jamais eu de rêve, moi, d'être propriétaire. C'était vraiment quelque chose, jusqu'à très tard, jusqu'à mes 30 ans, j'avais vraiment pas cette aspiration. À 30 ans, je me retrouve enceinte, etc. Donc là, je me dis, avec un petit bébé qui arrive et tout ça, ce serait peut-être quand même bien d'y penser. Donc on commence à visiter des lieux avec Fred. On n'était absolument pas attachés à une maison. On a visité des appartes avec des choses avec jardin, sans jardin. Enfin, on n'avait absolument rien de la page était aucune vierge. Intention posée. Et on visite plein de choses. Et puis, cette maison, on ne voulait pas y aller. On avait vu des photos sur des sites et Fred avait dit à l'agent immobilier « Ah non, je vois exactement de quelle maison il s'agit. Je veux pas, ça m'intéresse pas. » L'agent commence à lui dire « Bon, je me permets d'insister. Là, j'ai fait quelques visites avec vous. Je pense vraiment que ça mérite même 5 minutes que vous y alliez. » Et là, on rentre dans cette maison. Et on franchit comme ça cet escalier avec cette espèce de je sais pas comment ça s'appelle, de rampe en noyer magnifique. Ouais. Et puis ça nous a fait ça à tous les deux. On a vu un peu notre vie défiler. On a vu moi j'étais enceinte, c'était mon premier enfant qui n'était donc pas encore né. Et j'y ai vu les enfants grandir, les enfants être étudiants, aménager le bas, etc. Nous devenir vieux, habiter en bas. Enfin, il y a eu un espèce de truc qui s'est passé. Et je me suis dit, c'est cette maison. Et Fred, ça lui a fait exactement la même chose. Parce que j'ai demandé, vous avez eu la même vision, en fait. C'est ça. Et donc voilà, on se dit, ok, machin. Voilà. Donc ça, c'est première partie. Vraiment, gros coup de cœur sur la maison. Et puis,
il se trouve que la grossesse arrive à son terme et je me retrouve à l'hôpital pour accoucher. Et là, j'avais un rendez-vous alors que j'étais à l'hôpital pour signer le compromis de vente de la maison. Classe. L'infirmière, la sage-femme qui s'occupait de moi me dit là, il faut que vous alliez prendre un peu l'air. Madame Poussé, non signé. Madame Poussé. Elle me dit, allez prendre l'air, parce que là, ça dure vraiment longtemps. Vous vous aérez, vous restez vraiment, vous ne vous éloignez pas de la clinique. Et puis voilà, dans 1 heure, quand vous avez bien pris l'air, vous revenez, on verra comment ça a évolué. Et tu as accouché chez Notaire? Et moi, non, du tout. Mais du coup, je me suis un petit peu éloignée, alors pas beaucoup, mais j'ai dépassé le mètre autorisé. Et je suis allée signer le compromis de vente de la maison avec le ventre complètement en contraction, etc. C'est énorme. Je suis allée donc signer ce compromis avec Fred. On est revenu à la clinique. Bon, Ange est née peut-être 7 heures après. Et je me suis dit, Loision a trouvé son nid. Ça y est, on a signé. Et Ange arrive, ce qui est vraiment incroyable. Très beau comme image. Voilà, donc j'ai toujours ce truc de me dire, c'est vraiment notre maison. Ouais. Bah oui. Il a choisi. C'est ça. Ouais. C'est fou. C'est incroyable. Et donc, du coup, depuis toujours, donc Ange va avoir 12 ans. On est emménagé quand Ange est né, quoi. Enfin, 2 mois après, on y était. Et c'est vraiment notre maison. Et c'est vrai qu'on a beau avoir fait des milliards vraiment d'escapades magnifiques, on est toujours très heureux de revenir chez nous. C'est vraiment un lieu où il y a des belles ondes, où on se sent bien, où c'est zen, enfin voilà, on y est bien. Mais c'est aussi les relations familiales que vous avez créées qui sont apaisées et qui participent à cette ambiance-là. Mais c'est vrai qu'on est toujours heureux, d'où qu'on revienne, n'importe quel voyage aussi beau soit-il, on est heureux de rentrer chez nous. C'est chez nous et on y est bien. Et donc de ce fait, les bases étant posées, cette maison est saine, c'est vrai qu'on s'y sent vraiment bien. Et donc depuis 6 ans, c'est devenu mon lieu de travail. Ouais. Puisque depuis 6 ans, j'ai quitté ce fameux monde de l'IT pour créer ma maison d'édition. Je travaille de chez moi. J'ai jamais voulu prendre de locaux de coworking parce que déjà, je suis très, très, très bien dans ma façon de travailler seule. Et puis, je pense que tu as peut-être besoin de ton univers, en fait. Tout à fait. Oui, absolument. Je suis vachement nourrie par les objets, les livres, etc. Il y a un côté rassurant. Tout à fait. Les objets, moi, je fais partie des gens qui pensent que les objets ont une âme. Oui, bien sûr. Et donc, je suis vachement nourrie, en fait, par tous ces objets qui me font vraiment... Il y a des vraies choses qui se passent et donc une vraie créativité qui se développe. Donc, j'ai jamais eu le besoin de prendre des locaux, de partager des bureaux. Donc, je travaille de chez moi. Aujourd'hui, j'envisage peut-être de quitter parce que ma société grandit et qu'à un moment, ça prend de la place et donc ça devient... Puis j'aimerais avoir quelqu'un qui m'aide, etc. Et moi, ça, je veux que ma maison reste mon territoire personnel. Donc, à partir du moment où je prendrai quelqu'un, j'aurai un bureau parce que cette personne sera je veux l'accueillir dans un espace professionnel. Ça serait potentiellement donc un bureau et non pas une boutique. Ouais, c'est ça. Ce sera mon atelier, en fait. Donc, ce ne sera pas un espace ouvert au public, sauf sur rendez-vous, etc. Mais chercher une commande, exactement. Mais ce ne sera pas une boutique, un pas de porte. C'est vraiment un espace de travail. Et mais de ce fait, donc j'ai toujours travaillé depuis 6 ans chez moi. Et je m'y sens, je n'ai jamais vécu ça comme une trop grosse contrainte. J'arrive vraiment effectivement à compartimenter les lieux. J'ai aussi, alors c'est marrant parce que j'ai 2 espaces de travail. J'ai l'espace en bas, en sous-sol, où je suis vraiment, c'est vraiment mon stockage de produits. En sous-sol, avec fenêtre, s'il vous plaît, parce qu'on pourrait imaginer à la cave, machin, non. Non, ce sont des chambres que j'ai aménagées. C'est un vrai sous-sol. Un vrai sous-sol avec fenêtre. C'est ça. Et donc, du coup, j'y ai aménagé une petite papeterie qui est vraiment charmante, avec des petites étagères, des petits casiers, etc. Donc, le stockage reste quelque chose de joli, parce que j'ai besoin que les choses soient jolies pour me sentir bien. Mais c'est vraiment mon espace là où je fais les commandes, je dispatche les stocks, je gère les fournitures, ça reste quelque chose de très logistique. Et en revanche, dans ma chambre, j'ai mon bureau. Alors ça peut paraître très curieux, j'imagine que certaines personnes faisant du feng shui me diraient ne jamais mélanger son lieu de travail à sa chambre à coucher, etc.
j'avoue que moi, c'est pas vraiment un problème pour moi. Et moi, j'ai vraiment ce bureau, c'est vraiment ma chambre à moi dans tous les sens du terme. Et après, je pense que ton entreprise est aussi un projet de couple aussi. Fred t'aide beaucoup. Absolument. Il est partie prenante dans l'entreprise. Tout que malgré tout, ça reste une histoire de couple. C'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, voilà cette chambre qui est donc à l'étage, qui a une vue vraiment sur les nuages, etc., qui est très lumineuse, qui est vraiment, pareil, habitée de mes livres, de tous mes objets, est vraiment un espace où là, vraiment, ma créativité prend le pas. Et là, c'est vraiment des endroits où j'écris, où je conçois mes guides, où naissent les nouvelles idées. Est-ce que c'est là que tu fais ton sourcing aussi ? Aussi, oui, absolument. Ouais, tout à fait. Ouais, là, c'est vraiment, voilà, j'aime bien l'imaginer un peu comme le petit cerveau. Le petit cerveau de l'entreprise, c'est ma chambre, mon bureau. Voilà, c'est ma chambre à moi en fait, et plus les petites pattes, voilà, qui sont ancrées, mais qui sont des petites pattes qui font. C'est vraiment en bas où là les choses se jouent. Je prépare les commandes des clients, etc. Il y a l'être et le faire. C'est ça, exactement, exactement. D'accord. Voilà. Et puis après, une fois que ma journée de travail est terminée, ça j'arrive quand même mieux à gérer aussi les délimitations du temps de l'entreprise, de la vie privée, etc. Quand les enfants rentrent de l'école, je me consacre beaucoup à mes enfants. Donc il y a la partie vraiment maman, où là c'est le goûter, aller chercher les enfants à l'école, le goûter, faire les devoirs. Je suis énormément support des enfants pour les devoirs. C'est vraiment un moment très important, je trouve, pour faire grandir mes enfants, pour leur exactement la curiosité, etc. Et puis après, y a le repas en famille. Et puis une fois que ma chambre, elle est vraiment, elle passe du mode travail à un mode vraiment vie de couple. On va se coucher, c'est notre lieu à nous d'amoureux. Et j'arrive vraiment à dissocier les deux sans le moindre souci. Ouais. Et il y a aussi, si on ramène au voyage, cette facilité que tu as donc à voyager seule quand c'est plus pour le travail a priori. Mais aussi pour rejoindre ta sœur par exemple très récemment. Donc tu n'es pas vraiment seule dans ce cas-là, mais c'est pour rejoindre quelqu'un. Mais oui. Mais vous laissez aussi l'espèce de couple et vous vous autorisez à voyager seule et à confier vos enfants à vos familles respectives. Tout à fait. Voilà, c'est une autorisation que vous donnez. Absolument. C'est une liberté. C'est vrai que dans notre couple, on a toujours eu cette grande liberté. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec des amis qui ne s'autorisent pas ça ou qui n'ont pas la possibilité de le faire. Moi, dès tout petit, en fait, c'est né d'un cadeau justement que Fred m'avait offert pour mes 30 ans, qui était un billet pour New York. D'accord. Il se trouve que quand il me l'a offert, Ange n'était pas encore née et que au moment de mon anniversaire, ses 30 ans, Ange était là et il a fallu que je laisse mon petit Ange qui à l'époque avait, je sais plus, tout petit, peut-être 4 mois. D'accord. Et là, je l'ai pris dans son lit, je l'ai amené chez mes parents pour, je sais plus, je crois qu'on n'était pas partis 3 semaines, mais on était partis au moins 2 semaines. Et là, j'ai trouvé ça difficile de laisser mon petit bout de chou comme ça. Alors, il était entre de très bonnes mains, mais c'est en 4 mois, on est encore très connecté à la maman. Et puis finalement, le voyage s'est tellement bien passé, j'ai tellement adoré être en couple, être en amoureuse. Retrouver mon petit Ange à la fin, et de ce moment-là est née une facilité à voyager, et chaque année on a pris 2 ou 3 semaines pour nous en tant que vraiment couple pour voyager partout dans le monde sans nos enfants. C'est ça. Ça nourrit le couple. Et par conséquent, par ricochet, ça a nourri notre famille. En fait. C'est ça. C'est ça. C'est qu'il y a l'espace pour ce couple. Tous les soirs, quand les enfants sont au lit, sans que les enfants, comme on disait tout à l'heure, se relèvent parce que pipi, parce que machin, parce que bidule et parce que chouette. Non, il y a une certaine fermeté dans éducationnelle, c'est ça. Mon papa disait souvent que c'était l'éducation, c'était le socle. Voilà, on avait le socle, comme là le micro a son socle, et puis qu'après l'enfant faisait le reste. Là, c'est vrai que c'est l'éducation, c'est ça, c'est qu'on met une forme de socle, on pose les choses, et puis après l'enfant se construit comme ça, mais il a quand même une petite armature, une petite solidité, un peu comme aussi un tuteur de plantes, pour grandir. Mais c'est vrai que les territoires sont, quand les enfants. Et puis c'est vrai que l'architecture de cette maison guide un peu quelque part ce territoire. C'est vrai. C'est au rez-de-chaussée, on a plus l'espace professionnel. À l'étage où on est là, on est plus dans le salon, salle à manger, etc., qu'on voit des fois sur les photos sur Instagram.
Donc, on a l'espace famille. C'est ça. Et à l'étage, on a l'espace de la chambre des enfants et des parents. Certes, ton bureau aussi, mais qui est dans ton univers et qui vient nourrir tout ça. Donc, c'est vrai que l'architecture de cette maison, j'aurais pas dû boire le vin blanc tout à l'heure. L'architecture de cette maison vient aussi nourrir tout ça, tout à fait. ou symboliser quelque part la façon dont vous allez vous organiser. Et puis avec des enfants qui ont grandi comme ça, donc par exemple quand j'écrivais mes guides par exemple et que j'avais besoin de silence, mais après j'ai toujours été très connectée à mes enfants, donc le mercredi je me suis toujours occupée d'eux, je leur dis voilà, vous pouvez jouer dans la chambre, il n'y a aucun problème, par contre vous faites en silence. Donc depuis qu'ils sont petits, ils ont du coloriage, des feuilles, ils sont allongés par terre, ils font des dessins et c'est vrai qu'ils ont toujours était à côté de moi, en occupant l'espace, mais d'une manière totalement harmonieuse par rapport à moi, mon besoin de pouvoir avoir des moments où il n'y a pas, où c'est calme, quoi. Oui. Ouais. Ils respectent ça. C'est ça, exactement. Ouais. C'est un respect mutuel, en fait. Tout à fait. Comme là, j'ai expliqué à Jules que c'était un podcast, etc. Je lui ai dit, il ne faudra pas faire de Jules, bruit. entre parenthèses, est malade. Jules est là. Voilà, Jules est là. Mais il respecte, il ne monte pas. Voilà, il sait que Fred aussi est là, mais il respecte aussi. Fred travaille. C'est ça. N'importe quoi. Mais oui, ils sont très... chacun a son espace de liberté, mais effectivement, en sachant respecter le territoire de l'autre. Carrément. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, d'ailleurs, aux personnes qui n'arrivent pas à avoir un espace à un moment donné alors, je parle d'espace physique, mais aussi parfois mental. Quel conseil tu pourrais donner pour essayer de retrouver cet espace-là? Je pense que si je pouvais donner un premier conseil, comme ça, c'est par rapport à tout ce que j'ai pu dire sur justement cette façon d'être seule quelque part. C'est qu'on n'a pas forcément besoin d'aller très très loin pour faire un voyage. Moi, le Covid m'aura appris ça. C'est que au lieu de faire un guide sur la Californie, j'aurais fait un guide sur le Finistère. Il se trouve que le Finistère est aussi puissant que la Californie à bien des égards. Pareil, j'aurais jamais fait ma lune de miel à Marseille, à Arles, si j'avais pu voyager à l'autre bout de la Terre. Et en fait, je m'aperçois que j'ai tellement adoré chaque instant que j'ai passé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour voyager, et que si à un moment donné on a cette capacité, cette possibilité de partir 1 heure, de partir 5 heures, de partir un week-end, de partir 3 jours seule, sans ses enfants, sans son mari, sans forcément dépenser des fortunes, mais c'est tellement connectant en fait, c'est tellement ressourçant, on apprend tellement à se connaître, à savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on aime. Et que ça nourrit tellement, ça nous connecte, ça nous ancre, et voilà, c'est de s'offrir ça en fait, c'est de s'offrir un moment, un espace de liberté, et si on peut pas le faire un week-end, prendre une demi-journée de RTT et aller par exemple, avec Frédéric, on a fait notre séance photo de mariage il y a pas très longtemps. Et on a décidé d'aller dans un endroit où on n'était jamais allé de notre vie. Voilà, c'était un peu un pari d'aller faire des photos dans un endroit qu'on n'avait jamais vu. Et quand on est arrivé sur ce lieu, qui est à 40 minutes de Nantes, donc pas forcément très 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 loin, et j'avais l'impression d'être à Berlin, d'être en périphérie de Berlin, dans les Grands Lacs, magnifique. Voilà. Et là, le dépaysement total. Et voilà, c'est de sortir, de prendre les chemins de traverse et de prendre un peu de temps pour soi. Et ça, je crois que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Ça, c'est sûr. Merci Julie. Merci Gaëlle pour ce moment. Merci à ensemble toi. Et moi, je suis toute seule pendant ces quelques jours à Nantes et c'est vrai que ça fait vraiment du bien de se retrouver et de faire une pause en fait, tout simplement. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses enfants, qu'on est une mauvaise mère, bien au contraire. Pas du tout, bien au contraire, ça permet de respirer à nouveau, différemment. Et de revenir tellement, vraiment les batteries rechargées, connectées. Nourries de toutes ces rencontres tout à fait. Géniales que j'ai pu faire ces quelques jours. Absolument. Dont tu fais partie. Merci. Merci à toi. Donc pour te retrouver sur les réseaux sociaux, c'est @julieflamingo. Julie.flamingo me semble-t-il, je crois. Oui, Julie.flamingo. Je crois. Ou Julie Flamingo, vous la retrouverez de toute manière.
Ou sur ton site. Absolument. Où on retrouve donc toutes tes créations propres, donc Absolument. tous les city guides. Toute la marque vraiment Julie Flamingo, les tout posters, les cartes postales et les photos, et etc. la papeterie. Et la papeterie. Donc, je vais aller à l'instant présent acheter qui est une forme de voyage en soi. Hein. On a vraiment organisé de manière à est-ce qu'on veut voyager, est-ce qu'on veut amener des choses dans sa valise, est-ce qu'on veut écrire. On peut voyager par couleur. Bientôt, on va pouvoir voyager par pays. Donc voilà, on a vraiment conçu le site pour que ce soit un voyage. Bravo. Voilà. Bravo pour tout ça et tout ce que tu inspires. Merci beaucoup. À bientôt, Julie. À bientôt, Gaëlle. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode de Maison Conquête. J'espère qu'à l'écoute, vous avez pris autant de plaisir que moi à l'enregistrer. J'ai vraiment adoré l'histoire de la signature de la maison de Julie et Fred, et la façon dont Julie parle de liberté. Si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et tous mes accompagnements, je vous invite à me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou sur Instagram @maisonconquête. À très bientôt.